Premièrement, je commence toujours mes conférences avec une petite présentation pour que vous puissiez un peu mieux me connaître. D'abord, moi, je suis notaire, notaire en pratique privée. Ça veut dire que j'ai mon propre bureau situé à Mirabel, dans les Laurentides. Aussi, pour ceux qui ne le savent pas, on pratique beaucoup à distance. Donc, même si mon bureau est à Mirabel, on fait beaucoup de rencontres en vidéoconférence. Donc, ça, c'est permis par la Chambre des notaires là, depuis presque le début de la pandémie, en fait. Donc, on est quand même rendu pas mal habitués. Très pratique pour la clientèle, les parents, donc ça évite le déplacement. Puis, je suis également conférencière. Donc, je donne plusieurs conférences pour des organismes. Donc, avec l'accompagnateur, c'est pas ma première, là. Ça fait plusieurs déjà, là, donc je pense 5 ou 6, sur différents sujets qui peuvent vous toucher. Le but de la conférence, c'est pas de donner un cours de droit, là, c'est vraiment de vous informer. Donc, de vous donner les bases sur le sujet du jour. Je suis une notaire de cœur qui aime profondément les humains. Donc, moi, j'ai choisi le notariat parce que j'ai un lien direct avec les gens. Donc, moi, c'est ce que j'aime de ma profession. Puis le fait aussi que je peux vulgariser le droit. Parce qu'on s'entend que le droit, c'est pas toujours évident là, à comprendre. Donc, moi, c'est ma mission là, en tant que notaire. Ma clientèle à moi est constituée principalement d'aînés et de parents qui ont des enfants à besoins particuliers. Donc, moi, je me spécialise en ouverture de mesures de protection, donc maintenant appelée là, la tutelle. Je fais aussi des testaments, des mandats de protection. Je touche aussi plein d'autres aspects du droit, mais je me spécialise quand même dans ces champs-là. Donc, c'est pour ça que ma clientèle, j'ai beaucoup de parents, d'aînés là, qui en font partie. Et finalement, je suis aussi quand même pas mal impliquée. Je suis vice-présidente d'un organisme à but non lucratif qui se nomme Vigilange, qui vise à guider les aînés, les proches aidants vers les bonnes ressources. Je m'implique aussi ailleurs, mais ma plus grande implication là, est vraiment auprès de cet organisme. Donc, voilà pour ma petite présentation. Donc, je ne m'attarderai pas plus longtemps. On va entrer dans le vif du sujet qui se trouve à être l'assistant au majeur. D'abord, cette mesure-là, elle est nouvelle. C'est-à-dire que pour ceux qui ne sont pas au courant, la loi a changé le 1er novembre. Ça a apporté beaucoup de modifications, dont, entre autres, la mesure d'assistance aux majeurs qui est totalement nouvelle. Ça n'existait pas avant le 1er novembre. Donc, c'est sûr que ma présentation, c'est vraiment en fonction des formations que moi, j'ai reçues. On n'a pas eu la chance vraiment de l'appliquer concrètement jusqu'à maintenant, vu que c'est tellement récent. Mais vous allez voir, ça peut être très pertinent, puis ça vise une certaine clientèle aussi. Donc, le but, c'est vraiment que vous puissiez faire la différence entre l'assistant au majeur, la tutelle, la procuration. Ça peut devenir mélangeant parce que chacune des mesures a sa propre fonction finalement. Donc, avant, il n'y avait pas de solution en tant que telle pour un majeur qui, en raison d'une difficulté, avait besoin d'assistance pour prendre des décisions. Donc, par exemple, des décisions au niveau de ses biens, des décisions à prendre, par exemple, au niveau financier, etc. Donc, la nouvelle loi a mis en place la mesure d'assistant au majeur. Donc, avant, tout ce qu'on avait, c'était l'option peut-être de la procuration, mais la procuration, c'est un document dans lequel on donne des pouvoirs à quelqu'un d'autre pour s'occuper de gérer nos biens. Pour ceux que ça intéresse, là, j'ai déjà donné une conférence sur ce sujet-là avec l'accompagnateur, donc c'est disponible aussi là, sur leur chaîne YouTube là, notamment. Donc, la procuration, c'est sûr que on peut mettre des limites, etc., mais on donne quand même pas mal de pouvoir à quelqu'un. La tutelle, ça, je vais y revenir un petit peu plus tard pour faire les nuances avec la tutelle, mais la tutelle, c'est une mesure de protection.
Puis le conseiller au majeur, c'était également une mesure de protection qui n'existe plus. Donc, je ne m'attarderai pas plus longtemps sur cette mesure-là. Mais ce n'était pas toujours adapté à la situation de la personne. Donc, c'est sûr qu'il y a certaines mesures qui étaient plus envahissantes, qui limitaient les droits civils de la personne, qui donnaient beaucoup de pouvoir à quelqu'un d'autre. Donc là, qu'est-ce qu'on fait quand on a une difficulté, qu'on a juste besoin d'assistance pour prendre des décisions, mais qu'on ne veut pas que ça soit quelqu'un d'autre qui contrôle, par exemple, nos biens ou qui prenne les décisions à notre place? Donc, c'est un peu ça l'optique de l'assistant au majeur, donc du changement de loi. Donc, le curateur public a élaboré finalement une solution qui se nomme l'assistant au majeur. L'assistant au majeur, ça s'adresse à qui? Donc, ça, c'est bien important de comprendre à qui ça s'adresse parce que c'est vraiment pour une personne qui est majeure, premièrement. Donc, le titre de la mesure s'appelle l'assistant au majeur, donc ça ne peut pas s'appliquer pour une personne qui est mineure. Donc, il faut absolument avoir 18 ans et plus. C'est une personne majeure qui vit, par exemple, une difficulté. Difficulté, c'est au sens large quand même. Donc, on va voir tantôt des petits exemples, donc à qui ça peut s'adresser, dans quelles circonstances, mais c'est quelqu'un qui vit une difficulté. Cette personne-là désire aussi de l'aide. Donc, elle a besoin d'aide au niveau de sa difficulté, elle a besoin de l'aide de quelqu'un d'autre et qui est en mesure de choisir son assistant. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que la personne, elle doit comprendre la portée de la mesure d'assistance. Donc, elle doit comprendre en quoi ça consiste, à quoi ça sert. Puis, elle doit être aussi en mesure d'exprimer ses volontés et préférences. Donc, ça, c'est bien important parce que c'est pas nécessairement, c'est pas pour une personne qui est inapte, par exemple, qui serait pas en mesure de comprendre la portée de la mesure d'assistance, ni en mesure d'exprimer ses volontés et préférences. C'est vraiment pour quelqu'un qui a besoin d'aide, mais pour une difficulté en tant que telle ou des difficultés. Mais il faut que cette personne-là comprenne absolument là, la portée de la mesure. Donc, par exemple, ça peut être une difficulté qui est liée à une légère déficience intellectuelle. Donc, quelqu'un qui fonctionne bien dans son quotidien, mais qui a certaines difficultés, qui a des choses qui sont plus difficiles. Donc, ça pourrait s'appliquer finalement à ce type de personne. Ça peut être aussi une difficulté liée à une limitation visuelle. Donc, quelqu'un, par exemple, qui est aveugle ou qui a une perte de vision, auditive, donc au niveau de l'ouïe, ou motrice. Donc, il peut avoir de la difficulté, par exemple, à se déplacer. Ça peut aussi être une difficulté liée à une maladie mentale, donc finalement, une personne qui a certaines difficultés liées à sa maladie, qui aurait besoin d'aide, puis l'aide de quelqu'un d'autre, finalement. Ça peut être une difficulté liée à une perte d'autonomie due au vieillissement. Donc, par exemple, une personne aînée qui vit une perte d'autonomie, qui est encore autonome, mais qui a quand même des petites choses que ça devient plus difficile. Difficulté liée à une dépendance. Donc, par exemple, une dépendance aux drogues, à l'alcool ou toute autre dépendance, au jeu, par exemple. Puis, une difficulté liée à une barrière linguistique aussi. Donc, quelqu'un, par exemple, qui ne parle pas le français, qui ne parle pas l'anglais, pourrait vivre des difficultés qui feraient en sorte qu'il pourrait avoir besoin de la mesure d'assistance. Donc, je vais juste revenir sur les termes aussi de la mesure. Donc, l'assistant, c'est la personne qui va aider. Puis, l'assisté, c'est la personne qui se fait aider. Donc, retenez ça parce que ces termes-là vont revenir très souvent dans la présentation. Donc, l'assistant, c'est la personne qui va aider, puis l'assisté, c'est vraiment la personne qui se fait aider. Donc, on a les critères ici. Maintenant, quel est le rôle de l'assistant? Ce que vous devez comprendre, c'est que l'assistant, il agit à titre d'intermédiaire. Donc, en rouge, très important, il ne peut pas signer de document à la place de la personne, donc de l'assister. Il y a vraiment un rôle
d'accompagnement. Donc, il n'a pas le droit de signer un acte notarié pour la personne qui va être assistée. Il ne peut pas signer aucun document. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la personne qui est assistée, donc qui bénéficie de l'assistance, va conserver ses droits civils. Donc, on se rappelle, les critères, c'est une personne qui vit une difficulté, mais qui comprend la portée de la mesure, mais qui a besoin d'aide pour certaines choses. Donc, ce n'est pas une tutelle, ce n'est pas une procuration. Donc, une procuration, ça peut permettre de signer des documents, ce n'est pas ça. C'est vraiment juste pour agir à titre d'intermédiaire avec les tiers, avec des professionnels, par exemple. Donc, c'est un rôle vraiment, c'est dans l'accompagnement là, totalement. Puis, ça va prendre aussi le consentement de l'assisté. C'est sûr que la personne, il faut qu'elle approuve les demandes, il faut qu'elle soit au courant là, de ces choses. Donc, l'assistant, ce qu'il pourrait faire, c'est de demander, recevoir des renseignements qui concernent l'assisté. Donc, par exemple, au gouvernement, au niveau des entreprises. Donc, on pourrait obtenir des renseignements, les demander à la place de l'autre personne. On peut aussi transmettre de l'information en son nom. Donc, appeler, par exemple, une entreprise, de transmettre la décision de la personne, transmettre des informations personnelles, par exemple, sur la personne pour avoir un service. Donc, communiquer les décisions. Donc, si la personne a besoin de communiquer sa décision, que ce soit, par exemple, au gouvernement, une entreprise, un professionnel, bien, ça va pouvoir permettre que l'assistant le fasse à sa place. En fond, ça va venir faciliter les communications, finalement. Donc, le but, c'est vraiment d'aider. Donc, c'est un rôle d'aide, d'accompagnement, puis de conseiller aussi dans une certaine mesure, finalement, l'assisté. Donc, l'assistant, il faut toujours qu'il agisse avec prudence et diligence. Il faut qu'il respecte la vie privée du majeur. Donc, le but de l'assistance, c'est pas d'envahir la vie privée de la personne, de tout faire à sa place. C'est vraiment dans un rôle d'accompagnement. J'insiste beaucoup sur le rôle d'accompagnement parce que c'est un rôle d'intermédiaire. Donc, ça ne permet pas nécessairement de prendre des décisions à la place de la personne. Ça permet plus de l'assister, de l'aider, de la conseiller, puis ensuite de communiquer les décisions. Puis, il faut qu'il s'abstienne aussi en cas de conflit d'intérêt. C'est sûr que s'il y a un intérêt dans la décision, bien, c'est sûr qu'il faut qu'il s'abstienne à ce moment-là. Donc, ça, c'est le rôle de l'assistant. Donc, maintenant, dans quelles circonstances? Concrètement, là, donc, dans la vie de tous les jours, comment ça pourrait s'appliquer, puis pour qui? Donc, je vous ai mis quelques petits exemples pour que vous puissiez avoir une meilleure idée. Donc, le premier exemple, donc, si par exemple, suite à un accident d'auto, Julien est malentendant. Donc, les communications sont difficiles, notamment avec la SAC pour obtenir ses prestations. Il y a un proche qui veut l'aider, donc il y a quelqu'un qui essaie de l'aider, mais tous les tiers, donc toutes les personnes à qui on essaie de communiquer, refusent finalement de lui parler, de lui donner des informations. Donc, on comprend que pour une personne qui est malentendante, appeler à la SAC d'essayer de communiquer certaines informations, certains renseignements ou même en obtenir, ça peut être difficile. La personne qui est malentendante, on comprend qu'elle a généralement toutes ses capacités, elle est capable de prendre des décisions, mais tout ce qui est communication, ça peut être difficile pour elle. Donc, à ce moment-là, la mesure d'assistance, par exemple, pourrait être aidante. Donc, au moins, ça permet aux proches, donc la personne qui l'aide dans son quotidien, de pouvoir finalement là, obtenir des renseignements puis en communiquer aussi. Donc, on comprend que la mesure d'assistance, c'est beaucoup pour les proches aidants. Donc, ça, c'est bien aussi parce que les proches aidants sont plus reconnus avec cette mesure-là. Donc, c'est un bel avancement là, également. Aussi, si par exemple, Julie a une déficience intellectuelle légère, donc exemple qu'elle travaille, elle a son appartement, elle se débrouille très bien dans sa vie de tous les jours, mais elle reçoit un avis d'augmentation de son loyer.
Donc là, elle reçoit ça, puis là, elle ne sait pas quoi faire avec ça. Puis là, elle veut contester, mais on comprend que peut-être qu'en raison de sa déficience intellectuelle légère, tout ça va être difficile pour elle. Donc, elle voudrait que son père la conseille, puis l'accompagne. Donc, elle va pouvoir, finalement, avec la mesure d'assistance, son père va pouvoir être reconnu comme son assistant, puis va pouvoir l'accompagner, par exemple, au tribunal, va pouvoir l'aider, la conseiller, communiquer des informations, obtenir des documents pour elle. Donc, ça peut, encore une fois, là, être très aidant. On a aussi, par exemple, le cas de Gisèle, 89 ans, qui aimerait que son fils appelle sa compagnie de téléphonie pour négocier son contrat ou vérifier, par exemple, que toutes ses factures sont payées. Parce que là, exemple, elle a reçu un avis au niveau de sa compagnie de téléphonie qui dit qu'elle doit, exemple, 300 $. Elle ne comprend pas pourquoi. Pour elle, c'est difficile d'appeler, elle ne se fait pas comprendre. Donc, à ce moment-là, la mesure d'assistance va pouvoir permettre à son fils d'appeler pour elle puis de renégocier le contrat ou essayer de comprendre pourquoi ils disent que ses factures ne sont pas payées, par exemple. Donc, ça permet d'agir à titre d'intermédiaire. Donc, pour Gisèle, dans ce cas-là, c'est sûr que c'est facilitant parce qu'elle n'a pas besoin de justifier à chaque fois pourquoi c'est que son fils qui appelle à sa place. Puis, il y en a aussi que des fois, les communications téléphoniques ou on parlait de difficultés, par exemple, liées à une maladie mentale ou autre, des fois d'appeler à des endroits, appeler le gouvernement, appeler des compagnies, ça peut être difficile pour certaines personnes de faire toutes ces démarches-là. Puis c'est important qu'ils les comprennent quand même, mais c'est sûr que les démarches, parfois, ils ont besoin d'aide. Donc, ça peut faire partie des difficultés, par exemple, qui sont visées par la mesure. Ça pourrait permettre aussi de poser des questions à l'institution financière. Donc, exemple, il y a un paiement qui a été pris en double dans le compte bancaire de la personne. Donc là, l'assistant pourrait appeler pour comprendre, aussi se présenter à l'institution financière avec son assisté, puis communiquer finalement les informations, poser les questions pour l'aider. Puis l'institution financière, à ce moment-là, vu que l'assistant est reconnu, elle ne pourra pas refuser finalement là, que l'assistant soit présent, par exemple, à la rencontre. Donc, on sait des fois quand on se présente devant certains professionnels, des institutions bancaires, ils vont absolument vouloir parler à la personne. Donc, ici, avec la mesure d'assistance, vous allez voir c'est quoi les procédures aussi pour mettre ça en place, puis comment on peut vérifier qu'il y a un assistant au dossier. Mais lorsque ça, c'est reconnu finalement, donc ça permet… donc, la loi va indiquer que la personne, donc l'assistant, est présumé agir avec le consentement du majeur. Donc, quand il fait des démarches, la loi prévoit qu'il est présumé agir avec le consentement de son assisté. Donc, le tiers, donc la personne en face de l'assistant, ne peut pas refuser que l'assistant agisse à ce titre. Donc, ça, c'est l'article 297.11 du Code civil du Québec qui prévoit ça. Donc, la loi le prévoit très clairement. Ça n'empêche pas que, dans le fond, l'institution financière ou le professionnel fasse ses vérifications. C'est normal qu'il fasse les vérifications, mais à partir du moment où les vérifications sont faites, que par exemple, on a eu l'obtention du consentement de l'assisté, que tout est beau, à ce moment-là, ils ne peuvent pas refuser sa présence. Donc, ça aussi, c'est bien parce que des fois, c'est difficile d'aller à un rendez-vous avec un professionnel, d'y aller toute seule. Des fois, il y a certaines personnes qui vont avoir besoin de l'accompagnement d'une autre personne pour se faire aider, pour bien comprendre aussi ce qui est dit. Donc, voilà les petits exemples. J'espère que ça vous éclaire un peu plus sur les circonstances. Parce qu'on comprend que d'agir à titre intermédiaire, bon, c'est une chose, mais concrètement, en quoi ça consiste et comment ça peut aider. Donc, ensuite, on a
La mise en place de la mesure d'assistance. C'est sûr que pour faire reconnaître un assistant, il y a une procédure qui est prévue. Ce que je tiens à préciser, c'est que la procédure n'est pas judiciarisée. Ce que ça veut dire, c'est que c'est plus administratif que judiciaire. Donc, le tribunal n'est pas impliqué dans la procédure. Donc, à l'inverse, par exemple, d'une tutelle, donc pour ceux qui ont suivi peut-être la formation ou qui savent là, un peu le processus pour la mise en place d'une tutelle, ça va demander l'autorisation du tribunal. Donc, on a un jugement à la fin. Ici, la mesure d'assistance, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas judiciarisé du tout. Il y a quand même des procédures à suivre, mais le tribunal n'est pas impliqué. Donc, c'est beaucoup plus simple, mais c'est sûr que ça vise une clientèle différente. Donc, la tutelle, c'est vraiment en raison d'une inaptitude. Donc, ici, c'est plus en raison d'une difficulté. Donc, il faut faire la différence. Je tiens à préciser aussi que la demande peut être faite directement au curateur public. Donc, la personne peut la faire elle-même. Il faut suivre les procédures et tout. Ou ça peut être fait par l'intermédiaire d'un juriste. Donc, juriste étant avocat, notaire. Pour que le notaire puisse vous aider à soumettre votre demande, on doit être dûment accrédité. Donc, ça prend absolument un notaire accrédité qui a suivi une formation spéciale de 6 heures sur la reconnaissance de l'assistant au majeur. Donc, il faut aussi avoir acquitté les frais requis pour être reconnu comme notaire accrédité. Puis, on doit également s'engager à suivre au moins 1 heure et demie de formation continue aux 2 ans en lien avec cette mesure-là. Donc, moi, en tant que notaire, je l'ai suivi, cette formation-là. Donc, moi, c'est pour ça que je suis dûment accréditée. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai mon accréditation officielle émise par la Chambre des notaires. Donc, moi, ce que ça veut dire, c'est que j'ai le droit d'aider finalement mes clients pour obtenir la reconnaissance de l'assistant. Donc, maintenant, quelles sont les étapes à tout ça? Donc, moi, c'est sûr que je vais vous parler des étapes à suivre quand il y a un notaire d'impliqué. Parce que moi, c'est la portion que je connais, parce que c'est sûr que si moi, je suis mandatée pour aider quelqu'un, je vais suivre les étapes là, selon la procédure avec le notaire. C'est sûr que la procédure, lorsque vous le faites vous-même, par exemple, là, ça serait d'aller, par exemple, sur le site du curateur public pour bien vous informer avant d'entamer les procédures. Donc, lorsque nous, on est contacté, en fait, là, pour la mesure d'assistance, c'est sûr que moi, je vais prévoir une rencontre pour analyser les besoins parce que moi, je veux être sûre, est-ce que c'est vraiment la bonne mesure pour vous, finalement? Donc, quand on me contacte, je vais être certaine qu'on s'engage vers le bon processus. Est-ce que c'est un assistant majeur qu'on a besoin ou c'est peut-être plus une tutelle? Est-ce qu'une procuration pourrait convenir? Donc, c'est sûr qu'on a des éléments à analyser parce qu'au niveau juridique, vous l'avez vu, il y a quand même plusieurs options. Donc, ça, il faut juste contacter le notaire au moins pour comprendre les différentes options. Puis ensuite, bien, le client va choisir celle qui convient le mieux finalement. Donc, moi, je vais aider à déterminer est-ce que vous comprenez bien la mesure? Est-ce que ça convient finalement? Quand la décision est prise, qu'on va de l'avant, nous, on a un formulaire à compléter qui s'appelle la demande de reconnaissance d'assistant au majeur. Donc, c'est très, comme je disais, c'est très administratif, c'est des formulaires à remplir. Il y a aussi des annexes à ces formulaires-là. Donc, on a besoin de faire une brève description du patrimoine de la personne, donc les actifs, le passif qu'elle possède. Puis, on a aussi les formulaires à compléter pour bien comprendre finalement qu'est-ce que c'est la mesure d'assistance. Donc, s'assurer que la personne signe les documents, qu'elle comprenne la mesure. Donc, ça, c'est la demande qui est la première étape finalement. Donc, c'est l'étape 2 selon mon PowerPoint, mais en tant que tel, c'est la première étape pour commencer à mettre en place la mesure. Donc, ensuite, on ouvre un dossier dans le portail. Donc, le curateur public, quand il a mis en place la mesure d'assistance, il a créé là, tout un portail exprès pour ça.
Donc, ça, c'est bien parce que tout est informatisé. Il y a moyen de le faire papier, hein, je précise. Là. C'est sûr que moi, si j'aide la personne à remplir les documents, à faire les démarches pour la mesure d'assistance, moi, je vais utiliser le portail parce que c'est plus facilitant. Mais si la personne décide de faire toutes les démarches elle-même, ça peut être fait là, de façon papier selon le site du curateur public. Là, j'ai vérifié, puis ça peut être fait là, selon une forme papier si vous n'êtes pas à l'aise avec la technologie. Donc, on va ouvrir le dossier dans le portail. Donc, je vous ai mis une impression d'écran un peu pour vous montrer de quoi ça a l'air. Donc, on crée l'utilisateur et tout. Donc, on va ouvrir le dossier. Nous, en tant que juriste, si je ne me trompe pas, je crois qu'on a un accès différent. Comme je mentionnais au tout début de la présentation, c'est nouveau. Hein? Donc, je vous donne toutes les informations que moi, j'ai reçues. Mais il y a encore beaucoup de choses à apprendre, là, ça c'est sûr. Donc, on va avoir un numéro de dossier à ce moment-là. Donc, quand on ouvre le dossier dans le portail, on va compléter tous les documents sur le portail, puis on va recevoir un numéro de dossier à ce moment-là. Ensuite, la prochaine étape, c'est la vérification des antécédents judiciaires de l'assistant. Donc, ça, c'est le curateur public qui va faire la vérification. C'est sûr qu'il y a un petit délai pour obtenir la vérification des antécédents judiciaires. À ce moment-là, on attend finalement le résultat. En même temps, c'est logique. Hein? Donc, c'est sûr qu'on ne voudrait pas que l'assistant ait des antécédents. Il faut apporter une nuance. Par contre, nous, dans nos formations, ce qu'on nous a expliqué, c'est que c'est sûr que si le dossier judiciaire de la personne n'a aucun lien avec la gestion des biens, donc ce n'est pas un dossier de fraude, par exemple, ou c'est sûr on pourrait obtenir une décision du curateur public à ce moment-là parce que, bon, au niveau de l'implication, au niveau de la personne, donc de l'assister, si vraiment ça n'a aucun lien, il y a quand même, nous, on s'est fait dire qu'il y avait quand même une petite marge là, à ce niveau-là. Donc, par exemple, un dossier d'alcool au volant qui date d'il y a 15 ans, peut-être que ça n'entraverait pas. Sous toute réserve, évidemment, c'est le curateur public à ce moment-là qui va vérifier aussi. Donc, on vérifie les antécédents judiciaires. L'étape 5, c'est la notification. Donc, l'assisté va devoir nous donner le nom de 2 personnes de sa famille ou 2 personnes proches de lui, finalement, à qui on va envoyer des notifications, donc certains avis, finalement. Notification, ça peut être par courriel, par exemple, par la poste, par huissier, tout dépendamment du moyen. Là, on prend le moyen le plus facile, finalement. La notification, à quoi ça sert? C'est que si jamais, par exemple, l'assisté propose un assistant, donc il va être assisté de quelqu'un, mais que là, les gens de la famille se disent, ça n'a pas de bon sens, cette personne-là, elle abuse de lui, cette personne-là, elle ne peut pas l'aider, ou cette personne-là est vraiment pas là, appropriée pour l'aider, mais il y a moyen de contester. Donc, c'est pour ça qu'on va envoyer certaines documentations à des gens proches pour qu'ils soient mis au courant, juste pour que si jamais ça ne fait pas de sens, que cette personne-là est malveillante ou est de mauvaise foi, bien, au moins qu'on puisse finalement faire quelque chose. Là. On comprend que l'assistant, il ne peut pas signer de documents, il ne peut pas prendre de décision nécessairement à la place de l'assisté, mais il va quand même accompagner, il va conseiller. Donc, c'est sûr que si c'est une personne qui est susceptible d'abuser, donc on veut qu'il y ait quelque chose qui soit fait, donc on veut qu'il y ait quelqu'un qui puisse s'opposer à ce moment-là. Donc, c'est à ça que ça sert finalement la notification. Ensuite, l'étape 6, on a des entrevues à faire. Donc, ça, quand on fait affaire avec le notaire directement pour nous aider, bien, c'est moi, en tant que notaire, qui va faire les entrevues. Donc, moi, c'est sûr, il faut que je rencontre l'assisté, donc la personne qui fait la demande. Je dois m'assurer qu'elle comprenne bien. Je dois m'assurer du choix de son assistant. Donc, je n'ai pas précisé, mais on peut aussi nommer 2 assistants.
maximum, là. Donc, ça peut être un assistant, mais ça peut aussi être deux, si on peut faire la demande à ce niveau-là. Donc, moi, je vérifie je vérifie avec l'assisté. On a des questions à poser pour s'assurer que la personne apprend la décision là, en toute liberté aussi, là. Ensuite, on fait une rencontre avec l'assisté et l'assistant ensemble. Donc, encore une fois, pour évaluer certaines choses. Donc, c'est des entrevues qui peuvent être faites aussi de façon virtuelle. Le présentiel n'est pas obligatoire pour les entrevues. Donc, ça peut être bien aussi, c'est pratique. Donc, voilà pour les entrevues. Puis, à la fin, moi, je dresse un procès-verbal de mes opérations parce que vu que c'est moi qui ai fait toutes les étapes, moi, je dois dresser un procès-verbal de ce que j'ai fait pour ensuite déposer le tout au curateur public. Donc, encore une fois, ça se fait là, via la plateforme. Puis, si personne conteste, à ce moment-là, on reçoit la décision du curateur public qui permet de reconnaître officiellement l'assistant. Puis, le curateur va s'occuper de faire l'inscription au registre des assistants. Donc, ça aussi, un registre exprès qui a été créé par le curateur public pour que les tiers puissent consulter le registre. C'est un registre des assistants. Donc, ce n'est pas le nom de l'assisté qui va être indiqué dans le registre, c'est le nom de la personne qui aide, dans le fond. Donc, l'assistant, c'est la personne qui va aider l'assisté. Ça va être son nom, finalement, qui va être indiqué au registre. Puis, pour le consulter, donc, ça nous prend le nom, le prénom de l'assistant. Puis, quand la mesure est mise en place, l'assistant, il va recevoir un code de sécurité, dans le fond. Donc, nous, quand on consulte le registre, selon ce qu'on s'est fait dire, dans le fond, il va falloir rentrer le code de sécurité aussi. Donc, c'est sûr qu'il faut garder ce code-là bien précieusement. Donc, ça permet aux tiers, donc à toutes les personnes, donc par exemple, institutions financières, entreprises, etc., de vérifier le registre à ce moment-là quand l'assistant se présente puis qui veut assister la personne. Donc, finalement, c'est bien parce que le proche aidant va pouvoir être reconnu officiellement. Puis en même temps, ce qui est bien, c'est que la personne va continuer d'exercer ses droits civils. Donc, ce n'est pas limitatif. C'est plus pour l'aide versus, par exemple, une tutelle, c'est sûr qu'on va retirer certains droits, par exemple, parce que c'est nécessaire. On comprend que quand on ouvre une tutelle, c'est parce que la personne, elle en a besoin. Mais ici, quelqu'un qui n'a pas besoin d'une tutelle, mais qui a certaines difficultés puis qui a un proche aidant, bien, à ce moment-là, c'est sûr que ça permet de le reconnaître, ce proche aidant-là, auprès des tiers, sans que ce soit, le terme n'est peut-être pas bien choisi, mais envahissant, si on veut, ou ça ne limite pas les droits de la personne. Donc, les étapes. Donc, ensuite, quand est-ce que ça termine, cette mesure d'assistance-là? C'est au maximum 3 ans après la mise en place de la mesure. Donc, après 3 ans, il faut refaire des démarches si jamais l'on veut que ça soit maintenu. L'assisté peut faire la demande à tout moment aussi pour que ça cesse. S'il y a un décès aussi, en cas d'inaptitude, c'est sûr que si la personne, la mesure d'assistance, elle est plus, pas qu'elle est plus nécessaire, mais c'est plus requis parce que la personne est devenue inapte, que maintenant, la mesure requise serait plutôt une tutelle, par exemple, bien, c'est sûr que l'inaptitude va mettre fin à la mesure d'assistance. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas avoir une personne sous tutelle avec une mesure d'assistance en même temps, parce que vous comprenez que ce n'est pas compatible de toute façon. Aussi, si on a besoin de désigner un représentant temporaire, qui est une autre mesure qui a été mise en place par le curateur public. Puis si le curateur public, il met fin aussi, parce que c'est sûr que le curateur public va pouvoir enquêter si, par exemple, il y a un soupçon d'abus. Donc, à ce moment-là, le curateur public aurait droit d'y mettre fin là, pour protéger la personne, bien évidemment. Donc, petit récapitulatif, la mesure d'assistance, ce n'est pas une procuration, ce n'est pas une tutelle, ce n'est pas non plus une mesure de protection.
Donc, c'est vraiment une reconnaissance administrative par le curateur public. Puis c'est une mesure d'accompagnement. Je pense que vous l'avez compris, je l'ai répété souvent, mais en tant que tel, c'est bien important de le comprendre. C'est vraiment pas, c'est pas une mesure de protection, c'est pas un régime de protection, c'est pas une tutelle. C'est vraiment pour accompagner, pour aider. C'est reconnu de façon administrative par le curateur. Donc, c'est pas le tribunal n'est pas impliqué, on n'a pas de jugement. C'est une mesure administrative en tant que telle. Donc, au niveau des outils, puis Justine, peut-être qu'on mettra le lien aussi dans le courriel demain. Mais en tant que tel, le site du curateur public est à jour, évidemment, depuis le 1er novembre. Donc, moi, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. Il y a beaucoup d'informations. Donc, il y a également là, beaucoup de formulaires, de guides, etc. Donc, si c'est quelque chose qui est pertinent pour vous, pourrez aller voir le site du curateur. Puis vous avez mes coordonnées à la fin du PowerPoint, puis j'ai aussi une fiche sur le site de l'accompagnateur, bien évidemment. Donc, ça met fin à ma petite présentation. J'espère vraiment que ça vous a éclairé. Vu que c'est nouveau, donc évidemment, si jamais vous avez des questions, on va avoir la période après, mais je demeure aussi disponible par courriel, par téléphone, là, évidemment.